Pendant 2 autres mois, la vie du béguinage s'écoule sans événements marquants. Hormis l'arrivée du froid, des neiges fondues, des giboulées. Mais un jour, environ 6 mois après l'entrée de Jeanne au béguinage, celle-ci bavarde gaiement avec Angèle. La servante ayant été dispensée de corvée, elle rend visite à sa préférée des novices, à qui elle aime raconter la vie au béguinage. Avant qu'une femme puisse jouir des privilèges de la vie des béguines, récite l'aînée sur un ton docte pour amuser la cadette, l'aspirante doit subir une période d'essai et de formation d'au moins 1 an, après quoi elle est admise à prononcer les vœux provisoires de chasteté et d'obéissance. D'habitude, elle vit d'abord quelques années dans un couvent, jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment épargné pour s'établir dans une maison individuelle. L'admission d'une candidate est décidée par les supérieurs, les maîtresses et le curé en l'occurrence. Elles doivent jouir d'une bonne santé et disposer d'une rente annuelle ou d'autres biens, ou pouvoir se fier à leur entretien par le travail manuel, pour qu'elle ne soit pas à la charge du béguinage durant les 3 premières années. L'admission est d'ailleurs nulle s'il apparaît que la nouvelle béguine souffre d'une maladie cachée. C'est vrai ? Oui. Et seules des femmes honnêtes de réputation irréprochable, non liées par des promesses de mariage ou par des vœux, peuvent être admises. Elles doivent aussi être de naissance légitime, ajoute-t-elle la voix cassée en bout de phrase. Comme elle s'est tue, soudainement plongée dans une tristesse nostalgique, Jeanne se met à chanter à tue-tête. « Je sonne au numéro 1 !» « Cesse, lui dit faiblement Angèle. Alors Jeanne jette silencieusement ses bras au cou de son amie, la serre fort fort, puis il lui dit gentiment « Ça a dû être dur de grandir orpheline. Mais ce qui compte, c'est d'être arrivée ici, non ?» Touchée par cette affectueuse tendresse à laquelle elle n'est pas accoutumée, la jeune fille se reprend, sourit courageusement et répond « Oui, et comme je travaille, lors de mon admission définitive, j'aurai mon trousseau, un lit et ses accessoires, du linge, des vêtements et des ustensiles de cuisine. Par contre, je serai toujours exclue de certains privilèges. Je ne serai jamais prise en compte pour une fonction dirigeante. Et je devrai séjourner plus longtemps chez Constance avant d'avoir droit à une maison. De toute façon, point ne m'en chaud. J'ai d'autres projets, ajoute-t-elle, rosissant. Sa relation cachée avec Mathieu est en effet un secret de polichinelle. « Et ce sera bientôt ta profession ?» dit Jeanne, une note d'excitation dans la voix. « Tu sais déjà comment la cérémonie va se passer ?» Bien sûr. Quelques jours avant, je devrais distribuer à chaque béguine 2 miken d'une livre, c'est-à-dire 2 pains blancs, et 1 florin. Au supérieur le double, et à toi aussi, puisque je peux choisir ce que je donne à mes amis. Les cantatrices, l'organiste et la souffleuse d'orgue recevront 1 florin. Les cantatrices ? Je pensais que la musique était interdite, persifle l'insolente. Nous avons tout de même l'autorisation de chanter des cantiques spirituels à des moments fixes, si ce sont des chants à texte religieux ou d'inspiration mystique, comme les cantiques de Noël, de Marie, des saints et de catéchèse, ou des cantiques consacrés au Saint-Sacrement, à la Trinité, etc. Ah, ok. Ça, c'est avant la profession. Mais le jour même, comment ça va se passer ? Demande la petite impatiente. Avant la grand-messe, les supérieurs vont venir à la maison de Constance pour y chercher la fiancée du Christ, dit Angèle, morte de rire, en mimant les guillemets. Je ferai mon apparition en surjupe pendante et châle, dit-elle avec des airs de grande dame, ce qui fait éclater de rire la cadette. Lorsque tous deux ont fini de rire, Angèle poursuit. Je serai accompagnée de 2 religieuses portant un cierge
le châle de Béguine et une couronne de fleurs. Ensuite, le cortège composé de mes amis, des supérieurs et de moi-même, la fiancée, se dirigera vers l'église. Pendant que 2 supérieurs conduisent la novice jusqu'au maître-autel, on chante le Veni Creator et l'Oremus. Ensuite, le curé célèbre la messe. Après l'évangile, il descend de l'autel pour demander à la fiancée ce qu'elle désire. Celle-ci répond « La miséricorde de Dieu et la communauté de mes consoeurs », récite-t-elle sans faute, ayant été à bonne école. Le curé l'y autorise à condition qu'elle reste ferme. Suivent alors les admonestations usuelles de bons conseils et le sermon. Ensuite, le curé demande si elle persévère dans sa demande, ce que la novice confirme. Le curé ouvre le tabernacle et, avec ses 2 serviteurs, il se présente devant la novice qui prononce les vœux d'obéissance et de chasteté. Au nom de Dieu, le curé lui promet la vie éternelle si elle observe ses vœux, et le chœur chante le Regnum Mundi. Pendant ce temps, le châle de Béguine a été béni et les supérieurs me l'auront épinglé. Le curé me mettra une couronne sur la tête, pendant qu'il entonnera, suivi par le chœur, le Veni Sponsa Christi. Et puis, la célébration de la messe pendant laquelle la fiancée communie se termine par un Te Deum et la bénédiction. Eh ben, ce sera une cérémonie en grande pompe. Ça peut bien pour ce que ça va me coûter. Ah oui? En est. La Béguine qui prononce ses vœux paye au curé 12 florins, à l'église 25 et au béguinage 100. Ah maï! Et quels sont les vœux? La Béguine promet d'obéir, d'observer les statuts et de vivre chastement aussi longtemps qu'elle sera Béguine. De pieuses fadaises, si tu veux mon avis, se hâte-t-elle d'ajouter. Je prononce des vœux de chasteté, mais c'est pour rester au béguinage jusqu'à ce que mon amoureux ait gagné suffisamment d'argent pour m'épouser. Et après? Après, ce sera la fête, dit-elle en chantant, se levant promptement et entraînant sa jeune amie dans une polka enlevée. Constance m'offre le dîner de fête, qui ne lui coûtera de toute façon pas une fortune, puisque je n'ai ni parents, ni frères et sœurs, et qu'elle est ma seule tutrice. Et ce sera juste un repas, sans pâtisserie ni dessert coûteux, dit-elle, virevoltant toujours. Malheureusement, musiciens, danse et abondance de bruit sont proscrits. Les instruments de musique comme les violons qui invitent à la danse avec un homme sont interdits, conclut-elle, en attirant Jeanne à elle, la serrant contre son torse en pouffant de rire. Elles bondissent donc toutes 2 de frayeur lorsqu'une novice déboule dans la pièce, venant leur annoncer que la supérieure les demande au rez-de-chaussée. Penaudes, anticipant la colère hiérarchique, les 2 jeunes filles descendent prestement, ne présumant pas le moins du monde ce qui les attend. Les parents de Jeanne ont enfin daigné lui rendre une visite surprise, principalement sur l'insistance et les supplications de la mère, il faut dire. La supérieure les a accueillis, a envoyé l'une des pensionnaires chercher l'intéressé et, sachant le parloir occupé, a installé les visiteurs au réfectoire du couvent en attendant. La salle est proprette. Une table entourée de 3 bancs attachés au mur, surmontés d'un Christ en bois. Une série de 10 petites armoires de chêne, 3 fois plus hautes que larges, couvre les autres murs de la pièce. 10 chaises sont correctement rangées devant chacune d'elles. Dans un coin, une petite table couverte d'une nappe de toile ouvrée sert de support à un moutardier, un poivrier, une salière, un pot à huile et une petite assiette à beurre, le tout en étain. Comme chaque béguine pourvoit à son propre entretien, tous les repas ne sont pas préparés en communauté. Parfois, un repas commun est certes prévu, préparé à tour de rôle, ou par la plus jeune des pensionnaires,
qui en est modestement dédommagée. Cependant, généralement, chaque béguine doit préparer son repas. Au réfectoire, elles ont leur propre armoire, dans laquelle elles conservent leurs réserves et leurs ustensiles, et qui est pourvue d'une rallonge qui leur sert de table. Lorsqu'arrive Jeanne, elle entre dans la pièce, Angèle sur les talons. Au bruit de la porte, la mère de Jeanne s'est levée d'un bond, a amorcé un élan vers sa fille qui, elle aussi, se précipite dans les bras de sa maman. Lorsque cette dernière voit l'accompagnatrice, elle se fige toutefois, le visage crispé une fraction de seconde en une grimace singulière, et fond aussitôt en larmes, serrant son adolescente contre elle. Le cœur de Jeanne, qui n'avait jamais vu sa mère pleurer auparavant, balance entre diverses émotions, parmi lesquelles le ressentiment prend malgré tout encore une large place, indépendamment de la joie évidente de retrouver sa maman qui lui a tant manqué les premiers mois de son exil. Jeanne, suivie d'Angèle, descendue du dortoir avec elle, la présente à ses parents comme étant sa meilleure amie. Étrangement, une gêne pesante s'est immiscée d'emblée dans la rencontre. Le père de Jeanne, très peu familiarisé avec les larmes de son épouse, ne sait visiblement pas sur quel pied danser et ne se manifeste que par quelques grognements sourds. La mère fait la conversation sur un ton qu'elle veut détacher, tout en jetant de brefs regards vers Angèle, qui, elle, se sent plus intimidée par le malaise dont elle se sent intuitivement la source que par le fait de se retrouver devant des inconnus, tout en se demandant si elle n'est pas en train de virer parano. Et Jeanne, qui ne comprend absolument pas comment leur relation a pu se détériorer à ce point en quelques mois, répond aux questions de sa mère tout en cogitant à une vitesse vertigineuse. Tous les lieux sont communs. Outre le dortoir à l'étage supérieur, il y a la cave, la cuisine, le réfectoire ici même, l'atelier, le grenier, le parloir, l'infirmerie et le débarras. L'entretien se fait à tour de rôle, explique l'ado. À l'exception de la supérieure, bien sûr, chaque béguine a sa semaine, ce qui signifie que pendant 7 jours, elle s'occupe de la vaisselle, va chercher le bois dans la cave, nettoie la rue et la maison, etc. Et c'est comme ça dans tous les couvents du béguinage, s'enquiert la mère. Non, pas nécessairement. Il y a une vingtaine de couvents qui ont tous des conventions supplémentaires, outre les statuts qui règlent la vie quotidienne. Toutes les pensionnaires fréquentent l'église en groupe, par exemple. Nous nous levons et nous nous couchons à la même heure, travaillons et prions ensemble dans un espace commun. Au repas, le silencium est observé pendant la lecture d'un texte édifiant. Et si l'on veut sortir en ville, on doit demander l'autorisation à la maîtresse du couvent. Élisabeth, elle, a invité sa sœur à dîner. Dès le matin, elle s'active dans la bonne humeur. Félicité lui a dit « Ne fais pas de manière, un repas tout simple, c'est bon ». Mais la béguine songe à quel point sa sœur lui est précieuse. Au contraire, elle a envie de lui faire honneur en sortant sa plus belle nappe et en prévoyant du vin cacheté. Elle commence par arranger son intérieur, puis termine la vaisselle des casseroles qui traînaient depuis la veille au soir, procède à la cuisson des légumes et de la viande qu'elle réserve dans un plat, s'active à préparer une sauce blanche qu'elle verse sur l'ensemble en veillant à bien racler, racler et encore racler. Il s'agit de ne rien gâcher. Le début de l'hiver a été des plus rigoureux. La première gelée a duré 4 semaines, et puis la fonte des neiges a provoqué une forte inondation. Les bords de la Seine et du canal ont été submergés par les eaux qui ont envahi le béguinage. Pour se rendre au marché aux poissons, il a fallu employer des chaloupes.
Les plats mis à garder au chaud sur le poêle à houille en tôle de fer, Élisabeth s'emmitoufle confortablement et, comme elle le fait chaque jour, se rend ensuite dans le jardin. Accroupie près d'une plate-bande entourée de branches de noisetiers tressées, elle pense à ne pas rester trop longtemps dans cette position, sachant à quel point l'ankylose lui reprend rapidement. Sous ses doigts, la surface de la terre est craquante, durcie par le gel. Elle gratte la croûte froide, enfonce la main, attrape une motte et la malaxe avec bienveillance. Elle a la fâcheuse manie de se curer les oreilles en permanence. Un tic qu'elle a du mal à cacher, vu qu'elle passe sa vie les mains dans la terre. Elle a beau utiliser ses auriculaires, un peu de boue atterrit souvent sur la joue, ce qui amuse beaucoup Thérèse qui la suit partout. La petite, mignonne comme tout, se met les mains dans les manches amples de sa blouse, comme elle l'a vu faire partant de Béguine, pour les préserver du froid humide produit par le vent du nord-ouest. Le béguinage, comme plongé dans une torpeur silencieuse, coule une journée paisible comme les précédentes. Lorsque soudain, du fond de l'enclos, monte un cri primaire de la dernière impasse. Au couvent du Calvaire, les parents de Jeanne et les deux filles se sont figés de stupeur et d'incompréhension, mettant quelques secondes à réagir et à sortir du bâtiment. Au jardin, la petite Thérèse, prise d'un pressentiment subit, se redresse les cheveux hérissés sur la tête. Élisabeth initie un mouvement pour tenter de la retenir, mais l'enfant s'est mise à courir de toute la force de ses petites jambes. Sa maman est sortie en savate et en cheveux de la maison. Ses hurlements résonnent dans les impasses et ruelles, attirant les béguines une à une, émues par le tumulte, la clameur confuse, immense. Du haut de ses 6 ans tout neufs, la petite Thérèse court sur les pavés inégaux, trébuche sur une pierre, tombe en s'écorchant violemment le genou droit, mais elle ne sent pas la douleur. Elle s'est mise à pleurer d'entendre les lamentations et les cris de sa mère dont elle a reconnu la voix. Elle se relève, reprend sa course effrénée dans la rue du Béguinage, et avant même d'arriver au coin du sureau, elle la voit. N'en croit pas ses yeux. Pourtant elle la voit distinctement, tenant contre son sein son enfant inerte. Arrivée à sa hauteur, Thérèse tire sur la jupe du bébé pour l'arracher au bras de sa mère, mais celle-ci tient bon, se laisse glisser sur le pavé, agrippée à son enfant mort. Thérèse se jette sur la petite, la tire par le bras, par le vêtement, tente de la libérer. En vain. À coups de poigne, de griffes, de tapes sur les membres qui retiennent prisonnier son bébé, son amour, sa poupée adorée, elle parvient à faire céder la maman anéantie, effondrée, prostrée. Alors lentement, à mouvement mesuré, la petite Thérèse s'assoit par terre, à même la terre gelée, les jambes tendues, et entreprend d'attirer à elle sa petite Ernestine, qu'elle berce doucement, tendrement. Définitivement, irrémédiablement inconsolable, elle la couvre de larmes, de baisers, de câlins, appuie son visage contre la petite joue encore chaude, lui caresse les pommettes, le menton, les mains et les doigts, et lui parle tout bas.